Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture au programme aujourd'hui. Les lieux culturels sont dans l'attente d'une potentielle date de réouverture à la mi-mai, une éventualité évoquée par le président de la République Emmanuel Macron. Espoir ou utopie, nous avons interrogé des représentants des lieux culturels yvelinois. En raison de la crise sanitaire, le métier de Georges Grard a évolué. Auteur et éditeur, il est devenu marchand. Le principe, se rendre sur des marchés pour présenter ses BD. Il sera avec nous pour parler de son nouveau métier. Et puis 5 monuments yvelinois ont été inscrits site historique cette année, un statut qui favorise la protection d'un bâtiment du fait de son intérêt artistique, historique ou architectural. Nous sommes allés à la découverte de 3 d'entre eux. Et je vous le disais en titre, les lieux culturels sont dans l'attente d'une potentielle date de réouverture à la mi-mai, une éventualité évoquée par le président de la République Emmanuel Macron dans son discours du 31 mars. Musées, théâtres ou encore salles de spectacle se préparent donc à rouvrir mi-mai ou à devoir attendre la saison prochaine. Des lieux culturels qui ne pourront pas rouvrir en 48 heures, ils ont besoin d'anticiper. Une réouverture à la mi-mai se dessine-t-elle ou est-elle utopique? Écoutez le maire adjoint de la culture à Elancourt. Si on n'est pas capable, au minimum, je dirais un mois à l'avance, de nous dire si c'est le 12 mai ou le 15 mai ou le 20 mai, il sera très très compliqué de reprendre des engagements et que les troupes puissent être présentes pour reprendre, j'allais dire, une programmation là où elle en était restée. Donc ça, c'est un premier sujet, donc je dirais que c'est pas utopique. Et le deuxième sujet, c'est de connaître les conditions de la reprise. C'est-à-dire que si on nous dit, même maintenant, que c'est le 15 mai, mais si on nous dit que c'est 30% de la jauge, 50% de la jauge, 70% de la jauge, évidemment, ce n'est pas la même chose. En raison de la crise sanitaire, son métier a évolué. Georges Grard, vous êtes avec nous, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes auteur, éditeur et maintenant marchand. Vous vous rendez sur des marchés pour présenter vos BD, vos ouvrages et faire des dédicaces. Pourquoi avez-vous eu ce besoin de vous réinventer ? Alors, c'était une nécessité parce que depuis un an, je suis un éditeur indépendant, le seul éditeur du Sud-Yvelines. Et la problématique, c'est qu'il n'y a plus de salon du livre. Et comme les libraires n'ont plus de trésorerie, je pense qu'à moyen et long terme, c'est fini pour nous, les indépendants, en librairie. Donc, il fallait trouver une alternative à tous ces manques. Et donc, je me suis mis marchand ambulant. Donc, je vais montrer mes œuvres et les œuvres que j'édite aux locaux. Puisque je suis le seul éditeur du Sud-Yvelines. J'ai commencé par faire les marchés de Rambouillet, de Bonnel, de Dourdan, de Saint-Arnoux, d'Auneau, dans le 28. Voilà, le samedi et le dimanche matin, on peut me croiser sur les marchés. Et vous avez d'ailleurs maintenant la carte de marché ambulant, de marchand ambulant. Ce n'est plus le public qui vient à vous, c'est vous qui allez au public. Oui, mais c'était un peu le principe de ce que je faisais habituellement, puisque les salons du livre, il y en a dans toute la France. Alors moi, mon problème, c'est que je tournais dans toute la France et que là, je me suis recentré, Je disais toujours à mes auteurs, parce que je suis éditeur de plus de 200 titres, je disais toujours à mes auteurs, on est roitelé chez soi et roi chez les autres. Et ça se confirmait et ça s'infirme, puisque maintenant, j'essaie d'être roi chez moi. Sur vos stands, ce sont vos propres BD que vous présentez. Qu'est-ce qu'on peut retrouver en ce moment ? Tout, moi, ça va de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Et puis surtout, il faut savoir, je viens de sortir 5 nouveautés. La première bande dessinée des Charlots, la bande à aide que je vous présente parce que c'est une petite merveille. C'est la première bande dessinée au monde avec des héros handicapés. J'en suis très très fier. Alors c'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté. Avec le tome 6, on arrive à atteindre un degré d'humour, de message. Et là, en l'occurrence, ça se passe à l'hôpital. C'est pour les soignants, les aidants, les accompagnants. C'est un vrai applaudissement, sauf que ça se fait en bande dessinée. C'est une activité que vous pourriez peut-être garder après la crise sanitaire ? Oui. Oui, des salons qui me demandent de l'argent pour parler vulgairement, c'est du maître linéaire. Et des fois, sans perdre de l'argent, je suis maltraité en tant qu'éditeur et en tant qu'auteur. Donc, j'estime que sur les marchés, je suis bien traité. D'ailleurs, on réclame beaucoup moins d'argent et le profit est plus grand. Et puis surtout, il y a des rencontres immédiates. Et comme je fais des marchés régulièrement dans les mêmes endroits, les mêmes marchés, j'ai des retours de lecture qui sont fabuleuses. Au lieu d'attendre un an le salon prochain, j'attends une semaine et j'ai ce résultat. Alors, j'ai sorti aussi Lily, la chanson de Pierre Perret, mise en album jeunesse, qui est une petite merveille. Et puis, j'ai sorti Le Doudou qui pue, qui fait un carton totalement sur les marchés.
Et justement... C'est bien les marchés. Ça marche, c'est parfait. C'est parfait alors. Et justement, en ce moment, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, dimanche, dans 15 jours, je serai au marché de Rambouillet, au marché de Bonnel. Et ce dimanche, ce week-end, j'essaie d'être à Dourdan et peut-être à Limours si on m'accepte. Voilà. Bah écoutez, parfait. Merci beaucoup, Georges Grard, d'avoir été avec nous. Auteur et éditeur, je le rappelle, pour Grard Éditions. Cinq nouveaux monuments viennent d'être inscrits site historique dans les Yvelines, un statut qui favorise la protection d'une bâtisse du fait de son intérêt historique, artistique ou architectural. Vicente Mérien Santisteban est parti découvrir la promotion 2020-2021 dans les Yvelines avec Célia Gatsongo. Regardez. Cette année, 5 sites yvelinois se sont ajoutés à la longue liste des monuments historiques. L'occasion pour nous de vous faire découvrir 2 d'entre eux. Première étape de notre périple, l'église Saint-Vincent-de-Paul à Villepreux. Suivez-moi. C'est la cadette de cette édition 2021. L'église Saint-Vincent-de-Paul a été construite au XXe siècle, achevée en 1967. Nous sommes avec Yves Pitette, adjoint au maire et président de la Société d'histoire de Villepreux. Donc, Monsieur Pitette, quelle est la spécificité de cette église ? La plus grande spécificité, c'est que l'église est construite encastrée entre des immeubles d'habitation. Elle est donc bien au cœur du quartier qui a été construit en même temps qu'elle. Cela a permis d'avoir cette grande façade qui a été décoré par Robert Lesbounit, qui a pu graver le béton. Et là, on retrouve un certain nombre d'inspirations venues de l'Apocalypse et puis de la vie de Saint-Vincent-de-Paul. Et aujourd'hui, donc, cette nomination parmi les monuments historiques est importante dans la mesure où cette église, qui a maintenant plus de 50 ans, a besoin d'être soutenue, restaurée, etc. Un bâtiment donc récent et atypique, contrairement à notre deuxième visite, le château privé de Vaux-sur-Seine. Nous sommes donc avec Laetitia Edengren, propriétaire du château. Construit à la fin du Moyen-Âge, il est devenu un lieu symbolique du Val-de-Seine avec une vue imprenable. La famille, vous êtes la 7e génération de la famille Marocchetti. Qui était Carlo Marocchetti, le premier propriétaire du château? Eh bien, Carlo Marocchetti était un sculpteur de renom. Il a notamment réalisé le maître d'œuvre de l'église de la Madeleine à Paris. Cette demeure a accueilli de nombreuses personnes célèbres, des artistes tels que Delacroix, le peintre, mais aussi Saint-Saëns, le compositeur. Bon, ça c'est la génération suivante. En temps normal, le château possède une activité. Quelle est l'activité en général du château? On ouvre le château bien évidemment au public tout au long de l'année, que ce soit à travers les journées du patrimoine, mais aussi grâce à l'Office de tourisme de Poissy, avec lequel nous avons un partenariat qui nous permet d'accueillir des petits groupes de visiteurs. À partir de cet été, si bien entendu les conditions nous le permettent, nous souhaitons pouvoir accueillir tout type d'événements privés, publics, que ce soit culturels, associatifs, avec cette orangerie qui se trouve à l'exact emplacement de l'ancienne orangerie. Donc en espérant que vous puissiez reprendre une activité dès cet été. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Edengren. Merci à vous. 3 autres monuments ont également été inscrits en tant que site historique cette année. Une seconde église Notre-Dame de la Nativité à Mantes-la-Jolie, le monument aux morts de Conflans-Sainte-Honorine et enfin la Villa Viardot à Bougival. Vous venez donc de l'entendre, situé à Bougival, le pavillon de la Villa Viardot et son parc en hauteur sont donc désormais inscrits au site historique. Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là justement pour nous en parler. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette célèbre villa, pouvez-vous déjà nous la présenter? Oui, c'est une des plus anciennes propriétés de Bougival. La Villa Viardot a été construite en 1830 et achetée par Pauline Viardot, grande cantatrice du 19e siècle, son mari Louis Viardot et Ivan Tourguenieff, écrivain russe. Cette maison est désormais inscrite au titre des monuments historiques, vous l'avez dit, puisqu'elle nécessite d'être conservée d'un point de vue d'un intérêt public. La villa est dégradée et laissée à l'abandon. C'est donc une bonne nouvelle pour le président du Centre européen de musique de Bougival. C'est une très très bonne nouvelle. Le fait que enfin la Villa Viardot est inscrite au monument historique, ce lieu absolument extraordinaire
de l'histoire de la musique et de l'histoire de la pensée soit préservé, restauré et inclus aujourd'hui aux monuments historiques. Et cette année, on fête aussi le bicentenaire de la naissance de Pauline Viardot. Oui, elle est née le 18 juillet 1821 à Paris. Malheureusement, l'inauguration de la Villa Viardot ne se fera pas lors de ce bicentenaire à cause de la crise sanitaire. Elle sera reportée en 2022, mais l'Opéra Comique à Paris dédiera une journée entièrement à Pauline Viardot le 6 octobre 2021. Et donc, la Villa va pouvoir accueillir du public ? Oui, ce lieu de mémoire va s'inscrire dans un projet de centre européen de musique. Il y aura des masterclass, des concerts, des conférences, des expositions qui font partie donc de ce grand projet qui s'appelle le Centre européen de musique et qui se concrétisera, si tout va bien, en 2024. Et cette villa va-t-elle reprendre vie comme à l'époque, Célia ? Exactement. À l'époque, justement, le monde culturel et artistique se donnait rendez-vous dans cette propriété. Il y a eu Émile Zola, Georges Sand ou encore Ivan Tourguenieff. Ce dernier, d'ailleurs, a connu une relation amicale et peut-être amoureuse, on ne sait pas, avec Pauline Viardot. Il était donc souvent à Bougival. Il a d'ailleurs écrit depuis la Villa Viardot des lettres avec Gustave Flaubert que vous pouvez retrouver dans ce livre. Je n'ai pas les nerfs assez robustes pour vivre dans ce monde-là, sorti il y a un mois et édité par Le Passeur. Eh bien, merci Célia Gatsongo d'avoir été avec nous. On vous retrouve bien sûr pour le 7-8 week-end. Oui, merci. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur TV78 et d'ici là, portez-vous bien.